On va maintenant passer à la deuxième mi-temps de la première matinée, la table ronde numérique en santé. Je vais appeler à l'estrade Guillaume Brouard, secrétaire général du Conseil national de l'Ordre des pédicures podologues. Sous vos applaudissements, votre secrétaire général. Corinne Collignon, chef de la mission numérique en santé à la Haute Autorité de Santé. Camille, il faut mettre les petites... Bon, vous allez vous mettre autour sinon. Christelle Boulin, responsable du déploiement des services numériques de santé à l'Agence du numérique en santé. Le docteur Axel Menu, experte médicale au Health Data Hub. Voilà, qui nous rejoint. Et Benjamin Maza, vice-président du Collège des paramédicaux à la Fédération des éditeurs informatiques médicales et paramédicales ambulatoires. Laurie Soffiati s'excuse de ne pas être avec nous ce matin. Elle était souffrante et donc elle n'est pas parmi nous. Notre deuxième table ronde porte sur la thématique « Comment les professionnels de santé ont-ils pris le virage du numérique en santé ? État des lieux, des réussites et défis à relever ». Depuis plusieurs années maintenant, notre système de santé est entré dans une nouvelle ère à travers le recours au numérique. Ça a été rappelé par Madame la Ministre à l'instant. Le chemin parcouru est déjà remarquable, mais beaucoup reste à faire et beaucoup d'interrogations sur la place de l'IA. Si le recours au numérique en santé offre de nombreuses perspectives pour améliorer et fluidifier la prise en charge des patients, de nombreuses questions organisationnelles, sécuritaires et pratiques se posent pour garantir une utilisation sécurisée et optimale des perspectives offertes par les nouvelles technologies. De nombreux acteurs doivent également apprendre à travailler ensemble. On l'a beaucoup entendu ce matin et cela tombe bien car nous sommes attachés à les rassembler autour de cette table, mais également dans cette salle. Ainsi, dans le contexte d'ouverture du couloir numérique pour les pédicures podologues, mais avec la volonté d'élargir nos échanges aux réalités vécues par l'ensemble des professionnels et usagers, cette table ronde permettra d'avoir le regard de nos intervenants sur les défis restants, notamment pour embarquer les professionnels de santé et les usagers, prérequis essentiels pour faire du numérique en santé un outil de bonne santé des Français. Avant de céder la parole à Guillaume, je tenais à remercier tous nos acteurs qui sont présents autour de cette table, mais comme je les ai déjà cités, Guillaume, je te laisse démarrer cette table ronde. Merci Marc. Alors j'ai la lourde tâche d'intervenir après une ministre de la Santé. Exercice peu évident tant l'expérience de Madame Buzyn et sa vision, on l'a vu, sans concession, du monde de la santé impressionne et fait se questionner. Si on m'avait dit il y a quelques années, un jour, tu te retrouveras ici au Sénat devant une assemblée de 200 personnes, tu prendras la parole, après les propos de la ministre et tes collègues te diront « ne te pose pas de questions, vas-y, ça va le faire ». Il n'est pas certain que j'ai accepté la proposition en première intention. Aujourd'hui, c'est avec un très grand plaisir et une grande joie, Madame Buzyn, dans la continuité de nos échanges toutes ces années, comme l'a évoqué Éric Proulx, depuis votre présidence à l'HH, que j'ai le plaisir d'ouvrir cette deuxième table ronde sur les enjeux du numérique en santé. La santé et la prévention reposent encore sur une approche spécifique à chaque secteur, à savoir santé humaine, santé animale, santé environnementale. Mais le concept, comme Marc tu en as parlé, de One Health, ou une seule santé, propose aujourd'hui une vision intégrée de ces domaines. En ce sens, la numérisation des usages est une formidable opportunité pour faire communiquer et interagir de nombreux domaines entre eux. Au cœur de cette vision se trouve l'exploitation de la data, une ressource critique qui, lorsqu'elle est bien structurée et interopérable, peut transformer les systèmes de santé pour les rendre plus prédictifs, plus personnalisés et plus préventifs.
Les pédicures podologues sont pleinement conscients des mutations qui s'opèrent, conscients de leur rôle important auprès des patients pour instaurer la confiance et garantir la qualité des prises en charge avec l'usage de ces nouveaux outils. Les dispositifs médicaux connectés, l'apport de l'intelligence artificielle dans le raisonnement clinique, la digitalisation des organisations, autant d'enjeux pour lesquels la profession s'implique et se prépare. L'enquête d'opinion de novembre 2024, menée auprès des pédicures podologues, a mis en évidence leur intérêt significatif pour les usages numériques. De leur avis, cela impacte principalement les tâches administratives, la sécurisation des données et la prise en charge pluriprofessionnelle. Du constat de tous, l'usage intensif de ces données soulève naturellement plusieurs enjeux. Premièrement, l'éthique et la confidentialité qui portent des interrogations sur le consentement éclairé et l'anonymisation réelle des informations. Les données de santé étant particulièrement sensibles puisqu'elles concernent notre intimité la plus profonde. Ensuite, la recherche doit maximiser son potentiel tout en protégeant les individus. Il est ainsi crucial de trouver un équilibre entre ouverture des données et protection des droits des citoyens. Puis l'utilisation des données de santé en masse va permettre sans aucun doute une amélioration des soins dans leur pertinence. Fadji l'a évoqué tout à l'heure, on a l'exemple québécois qui est peut-être prédictif sur ce qui pourrait nous arriver, nous aussi. En aidant les professionnels de santé à prendre des décisions mieux informées, à personnaliser les traitements et à anticiper les risques, notamment pour nos patients diabétiques en cabinet. Un autre enjeu majeur porte également sur la compétitivité et la maîtrise des données de santé, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les nations. Une gestion efficace des données en santé doit permettre ainsi à la France de rester connectée dans le secteur de la santé numérique. Enfin, l'économie des données de santé est devenue une réalité financière et l'afflux de capitaux un enjeu pour permettre le développement et l'exploitation de l'écosystème. Assurer un traitement égal des patients et ne pas favoriser un accès différencié aux soins, selon les ressources financières disponibles, est le principe de solidarité de notre système de santé. Cette solidarité nationale, dans un contexte du virage numérique, se confronte ainsi au marché des services numériques et à la rémunération maîtrisée de ces derniers. Aujourd'hui, outre-Atlantique, et peut-être un peu plus depuis lundi dernier, les modèles scientifiques et technologiques font de l'individu un ensemble de données monétisées. Le modèle français, quant à lui, organise sa politique de santé sur le principe d'un citoyen non cessible. Mais pour combien de temps et sous quelle logique souveraine? La collecte et l'utilisation des données de santé nécessitent un cadre réglementaire et éthique rigoureux. La France a l'opportunité de devenir un leader en matière de santé numérique si elle parvient à équilibrer innovation, protection des données et accès équitable aux soins. L'enjeu est de taille, mais la mise en place des politiques publiques adaptées pourrait permettre une utilisation vertueuse des données de santé pour le bien de tous. Pour discuter des enjeux du numérique en santé et notamment du rôle des professionnels de santé, je laisse maintenant la parole à nos experts, que je remercie vraiment chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Merci Guillaume. Tu l'as rappelé, d'abord et avant tout, c'est une opportunité, il va falloir jouer avec, de toute façon c'est là. Mais en même temps, par rapport à d'autres continents, attention aux données monétisées. Nos citoyens sont non cessibles, j'aime beaucoup ce terme. Et on arrive au moment d'un débat qui est en France, mais aussi où l'Europe
doit nous protéger pour un éthique de confiance et souverain, bien évidemment un numérique éthique de confiance et souverain. C'est un sujet et français et européen pour se protéger du reste du monde, pour être encore plus clair, et de la Chine et des États-Unis. Merci à tous de votre présence. On démarre avec vous, Corinne Collignon. Vous êtes chef de la mission numérique en santé à la Haute Autorité de Santé. Parmi les orientations stratégiques de la HAS, on retrouve notamment faire de l'innovation un moteur de l'action de la HAS et en favoriser l'accès sécurisé. En ce sens, en tant que chef de la mission numérique, pouvez-vous nous préciser les orientations et le travail de la HAS en la matière et quels sont vos travaux en cours en matière d'aide au choix des utilisateurs et comment accompagnez-vous les professionnels dans les évolutions de leurs pratiques liées à la multiplication des outils numériques dédiés au secteur des acteurs de santé? Bonjour à tous, effectivement, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être avec vous et je crois que le décor a été bien planté par vous pour l'introduction de cette table ronde, mais aussi sur les enjeux autour de l'utilisation du numérique qu'a rappelé Agnès Buzyn juste avant et le levier que peut constituer le numérique dans la transformation de notre système de santé plus largement. En préambule, parce que quand on parle de numérique, c'est souvent bien de rappeler de quoi on parle dans le numérique. Et je voulais flécher deux volets. Dans nos missions à la HAS et dans les questions que l'on traite sur l'introduction du numérique en santé, j'ai l'habitude de catégoriser les produits en deux camps, selon qu'ils ont une finalité médicale, donc qui sont dispositifs médicaux. Et il y a énormément d'intelligence artificielle dans ce vivier technologique, mais également tout le levier que je vais plutôt qualifier de gain de temps et de volet administratif, en tout cas des pépites technologiques qui arrivent pour faire gagner du temps aux professionnels, mais qui n'ont pas de finalité médicale en elles-mêmes, donc qui ne sont pas des dispositifs médicaux, mais qui sont utilisés dans le cadre de soins. Et là encore, il y a un levier et des pépites technologiques qui s'annoncent, qui sont en train d'arriver, et le développement phénoménal de l'IA générative a vraiment mis un coup d'accélérateur sur ce type de technologie. Je pense qu'on a tous en tête les applicatifs d'aide à l'élaboration de comptes rendus, d'aide à la préparation de l'aide d'adressage, etc. Mais il y a plein d'applicatifs dont l'objectif est de faire gagner du temps aux professionnels. Il se trouve que ce sujet de l'IA générative, au-delà des sujets qu'on traite déjà sur l'intelligence artificielle de manière générale, on l'a spécifiquement identifié comme un terrain à explorer pour savoir où étaient les leviers d'accompagnement des professionnels pour commencer à utiliser et s'approprier ces technologies. Et ce qui ressort des entretiens qu'on a réalisés ces derniers mois avec les professionnels, c'est qu'il y a encore une diffusion limitée de ces technologies. Ce qui veut pas dire qu'elles n'ont pas d'intérêt, mais qu'on est au début de leur diffusion et que c'est le bon moment pour les accompagner. Et vraiment, je vais réinsister sur le levier, l'opportunité que constituent ces technologies à finalité médicale ou pas, dès lors avec le prérequis qu'elles répondent aux besoins des professionnels et des organisations. Donc c'est vraiment des outils qui s'intègrent dans les pratiques et qui doivent s'intégrer dans les pratiques. Avec deux grandes questions pour les professionnels avec lesquels on interagit, c'est comment choisir. Il y a une telle effervescence technologique que c'est un vrai enjeu, cette détermination du choix. Également, comment déterminer les usages avec des questions de différents types qui se posent. Vous abordiez la question des données et de la sécurité des données personnelles et en particulier des données de santé. Va se poser cette question pour des outils à finalité professionnelle, mais aussi lorsque des patients ou des professionnels interrogent une IA générative généraliste pour avoir des réponses sur leurs questions sur leur état de santé ou sur la stratégie de prise en charge. L'IA générative peut permettre de mieux repérer des recommandations professionnelles, notamment celles de la HAS, et donc être un vecteur de diffusion de recommandations. Mais voilà, il faut une vigilance sur les informations qu'on délivre à cette IA générative, qui n'est pas forcément conçue pour un contexte de soins dans les pratiques et les premiers usages qui apparaissent. Il y a aussi la question de la responsabilité médicale qui vient très vite dans les préoccupations des professionnels et de l'information à donner aux patients. Et puis, dans un contexte d'actualité vraiment très, très brûlant, du coup, la mise en application des dispositions de l'IA Act, donc la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle, qui prévoit, et ça c'est vraiment aussi un sujet à traiter dans le déploiement des usages, non seulement un contrôle humain pour l'éditeur de la solution,
mais également pour le déployeur de la solution, pour certaines IA dites à haut risque, dont font partie certaines technologies de santé ou utilisées en santé. Et donc, il va falloir accompagner les industriels, les professionnels. Donc, ces déployeurs de solutions professionnels, établissements de santé, sont visés par les dispositions de l'IA Act pour savoir et préciser quelles technologies vont être concernées par cette mise en place d'un contrôle humain dans le cadre de l'entrée en application de l'IA Act à horizon août 2026 sur l'ensemble de ces dispositions. Donc on va rentrer en application progressive de l'IA Act avec une pleine application en août 2026. Donc tous ces sujets, ils sont d'actualité. Mais il n'en reste pas moins qu'on commence à parler d'un triptyque dans les consultations entre le patient, le professionnel et l'IA, et qu'il nous faut accompagner les usages de l'intelligence artificielle. Alors, à l'AHS, on a 3 grandes missions socles qui sont évaluées, recommandées et certifiées globalement. Donc, on agit sur l'intelligence, enfin, sur les sujets et les thématiques à traiter sur l'intelligence artificielle, sur tous ces volets. On pourrait se dire, on n'évalue pas tout et ce serait bien d'évaluer ce qu'on n'évalue pas, mais il faut avoir conscience qu'il y a une telle manne technologique et un tel turnover que ça n'est probablement pas envisageable. Donc, il nous faut jouer sur toutes ces cartouches et c'est ce qu'on essaie de travailler depuis 3 ans maintenant à la Haute Autorité de Santé sur ces sujets d'intelligence artificielle. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On a développé un guide d'aide au choix qui est assez généraliste sur les technologies qu'on n'évalue pas, qui sont celles qu'utilisent les professionnels ou parmi lesquelles les professionnels ont à choisir pour leur pratique, qui visent à adresser et à lister les vraies bonnes questions à se poser quand un professionnel veut choisir un logiciel, d'autant plus qu'il intègre de l'IA. Et l'objectif, c'est de répondre assez rapidement et que les industriels apportent des questions efficaces sur la base de ce questionnement type des professionnels. Et les questions qui nous sont adressées, c'est est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que c'est performant ? Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que je peux me le payer ? Donc ce guide généraliste vraiment vise à mettre sur la table les bonnes questions à se poser quand on veut, quand on s'apprête à choisir un logiciel. Et il va jusqu'à qu'est-ce que je peux mettre en place pour contrôler que ça fait bien que mon objectif a été atteint par l'introduction de cette technologie. Donc vraiment très, très humblement, c'est un premier socle. Et sur la base de ces premiers travaux, rapidement nous est arrivée la question mais en fait, je voudrais savoir si j'y trouve mon compte et globalement, est-ce que pour les professionnels ou les établissements, je peux financer sans acte, par exemple, spécifique de l'assurance maladie, dans certains usages, directement la technologie. Et donc, on est en train d'ouvrir, et c'est en construction, un guide qui vise à favoriser les démarches de type analyse d'impact budgétaire ou minimisation de coûts pour que d'autres que nous, il ne s'agit pas pour nous de faire de l'évaluation médico-économique de l'ensemble de ces technologies, mais pour favoriser ces démarches sur le terrain de façon efficace, rapide, avec des outils un peu clés en main. La question suivante, c'est est-ce qu'il faut élargir notre périmètre d'évaluation ? Donc ça, c'est une question qui nous est posée depuis un certain temps. Si on doit évaluer plus, qu'est-ce qu'on devrait évaluer ? Il va y avoir des pilotes d'évaluation, notamment on interagit, alors Laurie Soffiati n'est pas là, avec l'assurance maladie sur un pilote d'évaluation pour voir ce qui serait envisageable. Mais ce qui est sûr, c'est que l'enjeu, il n'est pas de bloquer la diffusion et de mettre un carcan à l'évaluation a priori avant diffusion, mais plutôt d'accompagner au travers de nos évaluations, si elles doivent se développer, les choix pertinents pour favoriser la diffusion des outils pertinents dans les pratiques médicales. Et puis par ailleurs, on saisit l'opportunité de tous les travaux à l'HAS pour questionner la place du numérique. Donc j'ai beaucoup parlé de technologie à base d'IA, mais aussi la place de la télésanté et dans la transformation du système de soins. Il y a aussi ça comme levier d'accès aux soins et de préservation des ressources précieuses en soins. Et à titre d'exemple, cette semaine est sorti le 6e référentiel pour la certification des établissements de santé. Donc c'est un exemple des sujets que l'on travaille. On a introduit un critère spécifique sur la mise en place de la télésanté au sein des établissements, mais qui peut se décliner dans d'autres contextes. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre
mettre en lumière et faire se poser la question de quel peut être le levier de la télésanté dans les organisations hospitalières, pour que aussi les établissements mettent à disposition des professionnels les bons outils et que les professionnels soient formés à ces usages de la télésanté. Et puis par ailleurs, dans tous les travaux de recommandation de bonnes pratiques et de parcours de soins, on questionne désormais la place de ces outils numériques et de la télésanté dans les pratiques. Donc ça touche, c'est intersectoriel, ça touche toutes les professions de santé et les différents secteurs ville-hôpital. Et pour illustrer par exemple les travaux en cours, on est en train de travailler ces questions sur le parcours qui est en cours d'actualisation pour le diabète de type 2. Donc vous voyez les enjeux, on profite de tous les travaux, non pas pour créer des travaux spécifiques dédiés au numérique, on peut en produire, mais dans tous les travaux de la HAS, on questionne cette place du numérique pour vraiment guider les usages, en ayant conscience que c'est un vrai facteur de transformation des organisations et des ressources en soins, clairement, et qu'il y a une urgence à guider ces usages et ces choix pour les professionnels qui parfois se posent des questions tout à fait légitimes sur les technologies les plus pertinentes intégrées dans leurs usages. Je vous remercie. Merci à Corinne Collignon. On a bien noté que vous avez fait cette différence entre les deux volets avec la fidélité médicale et le gain de temps. D'ailleurs, aujourd'hui, ici, c'est totalement enregistré, mais je pense que certains pourront appuyer en fin d'après-midi sur un bouton pour qu'il y ait un compte-rendu, en effet, d'une telle rencontre. On a une intelligence artificielle qui arrive avec la possibilité de gagner du temps, de ranger tout cela de manière plus précise. Par contre, j'entends avec beaucoup d'intérêt la question qui est posée, comment choisir, et la sortie de votre guide d'aide au choix, qui est extrêmement important. Tout à l'heure, on a parlé du Nutri-Score. Je me disais peut-être, je vous lance un défi, il faudrait peut-être faire un Numeri-Score pour mieux comprendre qu'est-ce qui est mieux et plus ou moins bien dans la boîte à outils de tout ce qui est offert aujourd'hui pour être plus efficace demain. Christelle Boulin, je vais maintenant interroger l'agence. Voilà. Je vais maintenant interroger l'agence du numérique en santé. Si vous mettez votre... Oui. Je crois qu'il ne faut pas les mettre les deux en même temps. Qui est en quelque sorte le centre de contrôle du numérique en santé en France. Vous êtes responsable du déploiement des services numériques de santé, vous accompagnez les professionnels de santé, notamment les paramédicaux en ville, dans le cadre du Ségur numérique. Pouvez-vous nous faire un rapide point d'étape des travaux de l'Agence du numérique en santé, et plus spécifiquement sur l'état de ce déploiement auprès des professionnels de santé en ville et ses perspectives? Pouvez-vous nous citer une ou plusieurs réussites et un ou plusieurs défis à relever? Merci beaucoup, merci. Je suis très heureuse d'être ici également. Merci à l'Ordre de nous avoir invités. Et je suis effectivement très heureuse parce qu'on a peu l'habitude à l'ANS d'échanger avec la profession de pédicure-podologue. Donc un grand merci. Alors peut-être pour rappeler, ou pour celles et ceux qui connaissent peu l'Agence du numérique en santé, une petite introduction. Notre mission, en fait, c'est d'accompagner la transition du numérique en santé. On a 3 rôles principaux. Un premier rôle qui est le rôle de régulateur, puisqu'on consolide l'espace de confiance par des normes co-construites avec l'écosystème, et on veille à ce que tous les acteurs du sanitaire, social et médico-social respectent ces règles communes, industrielles compris. Et ce cadre de régulation, comme on en a déjà pas mal parlé, c'est vraiment l'une des conditions de la sécurité des échanges et du partage des données de santé entre professionnels de santé et avec les patients. On a également un rôle d'opérateur, puisqu'on conçoit en propre des services numériques nationaux. Alors, mon espace santé aujourd'hui est opéré par l'assurance maladie, mais nous, on opère, par exemple, si vous connaissez les services de messagerie sécurisée de santé. C'est nous qui sommes chargés de ce projet. Et puis également et de valorisateur, dans le sens où on essaie de stimuler l'ensemble de l'écosystème, notamment les professionnels, à utiliser les services numériques. Alors là, aujourd'hui, je vais principalement parler du Ségur de la santé numérique, qui, je le rappelle, est un programme qui a été lancé en 2022 et qui a pour ambition de généraliser l'échange et le partage fluide et sécurisé des données de santé,
et les usagers, grâce à un investissement inédit, ça n'a jamais été vu auparavant, de 2 milliards d'euros. Donc ça représente un très grand programme, un vaste chantier, et c'est évidemment un formidable accélérateur pour mettre le numérique au service des professionnels, pour mieux coordonner, et puis évidemment aussi la finalité, c'est de rendre plus autonome. Alors, ce programme de la du Ségur de la santé numérique, il embarque un certain nombre de services, et l'ANS a pour mission, on va dire, d'encadrer et d'accompagner la mise en œuvre de ce programme, aux côtés, bien entendu, de la délégation du numérique en santé, de la CNAM, des industriels, et puis de tous les partenaires en région aussi, les ARS, et puis aussi tous les acteurs qui vont faire porter, on va dire, la bonne parole auprès des professionnels. Donc les représentants des professionnels, les fédérations, syndicats, etc., etc. Typiquement, c'est l'exemple, on en parlait ce matin, de programmes, on va dire, ou de politiques avec une approche systémique et industrielle. C'est ce qu'on a essayé de faire, et c'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre du programme du Ségur de la santé. Alors, en termes très concrets de résultats sur l'année 2024, on va dire qu'il y a une bonne progression de l'utilisation de mon espace santé. Aujourd'hui, il y a près d'1 Français sur 4 qui a activé son espace santé. Et puis, il y a environ 30 millions de documents, 25 à 30 millions en moyenne par mois, qui sont déposés sur mon espace santé. On a commencé à travailler avec les hôpitaux, les professionnels de santé libéraux, donc les médecins, l'imagerie, la biologie, et pour 2025, oui, pour cette année, on va associer l'ensemble des professionnels de santé, donc être concernés en fait par ce Ségur du numérique. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une aide très concrète qui passe par les industriels, où on exige de la part des industriels de mettre à niveau les logiciels que vous utilisez, donc les logiciels de l'ensemble des professionnels, à l'hôpital, en ville, chez les paramédicaux, en respectant un certain nombre donc, de règles, d'exigences, et de mettre à votre disposition cet outil qui sera mis à jour. Alors, bien entendu, je le sais parce que j'échange aussi avec votre profession au quotidien, c'est qu'il y a déjà des utilisateurs des services numériques. La messagerie d'outils sécurité de santé, d'ailleurs, on avait travaillé avec l'ensemble des ordres et notamment l'ordre des pédicures podologues à la mise en place de Mélis, qui était la messagerie sécurisée gratuite, est proposé par le ministère et les ordres. Donc ça, vous êtes d'ores et déjà utilisateurs pour certains d'entre vous. Également, certains alimentent aussi le dossier médical partagé, peuvent aussi utiliser d'autres services numériques. L'idée là du Ségur, c'est de donner un coup de boost pour mettre à jour le logiciel. Et puis aussi, ce qu'on regarde vraiment dans le Ségur, et ce qui me semble intéressant en termes de réussite, c'est que pris, on va dire, conscience que c'était important, au-delà de l'outil, bien sûr, de réfléchir au sens que ça allait donner et aux usages intéressants. Et donc, ce qui est intéressant, et on en a parlé aussi ce matin dans le cadre de la prévention, c'est qu'on voit bien l'importance de l'équipe pluriprofessionnelle dans la prise en charge d'un patient, et c'est là tout l'intérêt, on va dire, du numérique et de mon espace santé et du DMP, c'est de pouvoir accéder à ces données facilement à partir de votre logiciel sans aller dans 15 000 outils différents. Donc c'est vraiment ça la finalité, c'est de faciliter, on va dire, la tâche des professionnels et de l'ensemble, on va dire, vraiment des professionnels de santé. Alors on a quand même 3 défis pour cette année, et enfin on en a même beaucoup plus, mais j'en retiens 3. C'est que d'une part, le premier, je dirais que continue de progresser sur les usages, parce qu'aujourd'hui, mon espace santé est alimenté, mais pas suffisamment.
Il est consulté, mais pas suffisamment. Donc on doit vraiment s'appuyer sur les retours du terrain qui nous expliquent, déjà, qui parfois se posent la question de mais finalement, quel est le bénéfice que j'ai à déposer le document. C'est parce qu'il va pouvoir à un moment donné le consulter et que dans sa prise en charge, ça va être un document qui va être intéressant pour le professionnel. Et puis, on doit massifier l'alimentation. Donc là, on a fait tout un travail, ce qu'on appelle chez nous la vague 1, donc avec notamment les établissements de santé, mais aussi les médecins libéraux, des difficultés qu'ils rencontraient au quotidien. Il y a un sujet un peu phare qui est l'identification correcte du patient. Vous savez, j'espère, que l'INS, donc l'identité nationale de santé, qui est obligatoire depuis 2021, qui permet d'avoir une identité unique pour identifier le patient, avec aussi la mise en place de pratiques d'identitovigilance, pratiques qui n'étaient pas toujours bien connues, on va dire, de la part du secteur libéral, qui était déjà quand même inscrite à l'hôpital, mais qui est peut-être quelque chose de moins mature, on va dire, chez les professionnels libéraux. Donc, on doit travailler sur cette facilité pour mieux identifier le patient. Et puis, l'autre défi, on va dire, c'est d'embarquer l'ensemble des professionnels de santé, parce qu'on voit bien qu'il y a parfois encore des résistances du côté de certains types de professionnels. Comme on le disait aussi tout à l'heure, le médecin traitant, c'est quand même une maille, une pierre angulaire dans le dispositif. Néanmoins, c'est un professionnel qui a peu de temps au quotidien et pour autant qui est effectivement le premier maillon, pas forcément le premier maillon de la chaîne, mais en tous les cas un maillon indispensable pour pouvoir alimenter, notamment avec le volet de synthèse médicale. Et puis, l'idée, c'est de vous embarquer les uns après les autres. Donc, on reviendra vers vous à travers l'ordre et puis à travers les syndicats et les fédérations pour vous sensibiliser au sujet encore davantage, pour aussi, j'espère, vous convaincre qu'il faut alimenter le DMP et que surtout que vous ayez vous-même un intérêt. Et on a vu tout à l'heure avec l'exemple de la Fédération des patients diabétiques l'importance de votre rôle dans les parcours. Et c'est vraiment, je pense, à travers aussi la valorisation de ces parcours qu'on doit sortir, on va dire, de l'outil en tant que tel et des histoires de logiciels qui sont néanmoins très importantes et on en parlera aussi dans un instant, mais aussi de repenser le parcours, la coordination et l'importance que si chacun d'entre vous dépose le document qui va être important pour le professionnel qui suit, qui est en amont ou en aval, c'est indispensable pour le patient. Voilà, merci. Merci infiniment d'avoir d'abord rappelé votre rôle de régulateur, d'opérateur, de promoteur, de valorisateur, des chiffres énormes, des 2 milliards qui sont mis à disposition. Et quelque part, de l'idée que je me fais du DMP, c'est l'outil numérique pour faciliter l'exercice coordonné. On a un endroit où on peut se parler et où on a les données pour mieux comprendre. Les chiffres sont importants aujourd'hui. D'un Français sur 4, on sent bien qu'il y a encore une marge de progrès, mais le nombre de documents, 25 à 30 millions sur 3 ans, ça fait quand même 1 milliard. Sur 10 ans, ça va faire beaucoup de données qui vont s'additionner. Et donc, on voit que la machine est quand même en route. Merci de votre intervention. Axelle Menu, vous êtes experte médicale au Health Data Hub. Comment parler de numérique en santé sans parler d'innovation ? En ce sens, de très nombreux acteurs publics comme privés sont fortement mobilisés. Le virage du numérique en santé offre des perspectives extrêmement importantes en matière de recherche, dont l'enjeu se comprend aussi bien pour les usagers que pour la compétitivité de notre pays. Il faut donc l'inclure dans l'ensemble de nos travaux et stratégiques au niveau national comme européen. Je me retourne donc vers vous. Cette plateforme de données, le Health Data Hub, c'est le véritable bras armé de la recherche de santé en France, nous le supposons, et vous allez nous en dire plus. Comment permettre à la recherche de maximiser son potentiel tout en protégeant les données des individus ? Ça, c'est un vrai sujet éthique. Et plus précisément, comment trouver le bon équilibre entre recherche et innovation française grâce à l'exploitation des données secondaires et protection des droits des patients. Voilà un vaste sujet. Merci beaucoup Marc pour cette introduction. Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Je suis très honorée de parler de ces sujets passionnants. Merci beaucoup à l'Ordre des podologues pédicures pour cette invitation de la plateforme des données de santé. Je dis une fois au moins notre nom français. Nous sommes une structure publique française, mais qui est en effet plus connue sous son nom anglais de Health Data Hub. Alors, l'avantage quand on est l'avant-dernier à parler, c'est que beaucoup de mots-clés, le sujet a été introduit par Marc, par Guillaume, mais finalement par beaucoup d'intervenants. Donc vous êtes mûrs pour entendre parler de réutilisation secondaire de données. Donc c'est une intervention facilitée pour moi. Et puis je n'ai pas à combattre l'hypoglycémie profonde. Ça sera la chance de Benjamin. Mais Benjamin m'a l'air en forme. Voilà. Alors, donc dans les éléments de contexte, donc moi je vais vous parler d'utilisation secondaire, je vais vous parler de base de données finalement. Faire en sorte que les données qui sont produites soit dans des projets de recherche, comme des essais cliniques ou d'autres projets de recherche, mais surtout les données qui sont produites en vie réelle par les professionnels de santé quand ils prennent en charge les patients. Ces données, elles sont produites grâce aux outils numériques, déployés de plus en plus dans vos cabinets ou dans les établissements de santé, dans le médico-social aussi, ça arrive en médico-social maintenant. Ces données, elles servent avant tout à un usage primaire. J'introduis quelques mots un petit peu techniques à l'usage primaire, c'est-à-dire pour le soin, pour le suivi, pour le diagnostic, pour la prévention, enfin toutes ces activités que vous connaissez parfaitement. Ces données, elles sont conservées dans des bases de données. Et l'enjeu qu'on cherche à faire vivre, qu'on anime à la plateforme des données de santé, c'est justement d'apporter des expertises et des outils pour renforcer l'écosystème de la recherche et de l'innovation par la réutilisation secondaire des bases de données de santé, quel qu'ait été leur contexte de production. Donc ça, c'est la première mission, je dirais, faciliter l'accès aux données de santé pour que les bases de données qui sont richissimes d'informations individuelles sur les patients, mais aussi sur les professionnels, sur les modalités de prise en charge, dans des contextes de recherche, ça c'est la production historique des bases de données, mais vraiment de plus en plus depuis 20-25 ans dans la vie réelle, faire en sorte que ces bases de données riches d'informations soient utilisées par les chercheurs pour produire de la connaissance, pour développer de nouveaux outils. Et le sujet de l'IA a été très bien introduit. Vous le savez, c'est un enjeu de pouvoir développer par nos chercheurs et nos entreprises françaises, que ce soit des grands industriels ou des startups, faire en sorte que nos experts de ces technologies de traitement des données développent des algorithmes français à partir des données des Français que nous sommes. Donc cet enjeu, première mission du Health Data Hub, faciliter l'accès aux bases de données. Et je dirais quelques mots de comment on essaye d'aider l'écosystème sur cet axe. Mais le deuxième enjeu, et ça a été bien souligné, mais je le redis, c'est majeur. C'est pas faciliter l'accès aux bases de données dans une grande foire d'empoigne n'importe comment, mais dans des cadres extrêmement respectueux des droits des personnes, puisque dans ces bases de données de santé, ce sont nos données, quand on est patient ou professionnel, il y a vos données aussi. Et ce sont des données de personnes, même sur certaines cohortes en population générale, les gens ne sont pas malades, donc il n'y a pas que des patients, mais ce sont des données d'individus, et ces individus ont des droits en France et en Europe. En France depuis très longtemps, grâce à la loi informatique et liberté, et en Europe, de manière générale, dans tous les pays d'Europe, depuis plus de 6 ans maintenant, grâce au règlement général pour la protection des données, le RGPD, dont on connaît bien l'acronyme, mais qui s'applique bien évidemment au domaine de la santé. Donc ça, c'est notre deuxième mission, accompagner les chercheurs, les innovateurs des startups, les industriels qui demandent à accéder à une ou plusieurs bases de données, faire en sorte qu'ils le fassent dans des contextes extrêmement sécurisés,
technologiquement, mais aussi en tout respect et donc en toute transparence vis-à-vis des personnes dont les données sont réutilisées. Alors, pour détailler un petit peu plus ces deux actions qu'on porte, sur le volet faciliter l'accès aux données au sein du Health Data Hub, ça se traduit par des expertises et de l'appui technique, de l'appui data, de l'appui informatique. Je ne vais pas le développer là dans mon propos, mais je répondrai aux questions si besoin. Au Health Data Hub, on a... parce que quand on dit réutiliser des bases de données, pour ceux qui font de la recherche ou qui ont déjà été familiers du sujet, ils le savent, mais je le dis à ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est pas si simple. Surtout quand les bases de données sont très volumineuses, et puis que dans un projet de recherche ou pour développer un algo, on n'utilise pas uniquement des tableaux, ce qu'on appelle des données structurées, mais qu'il y a aussi du texte et puis qu'il y a éventuellement des images. Donc il y a des formats de données différents. Voilà, je ne vais pas vous noyer parce que là quand même, en fin de matinée, ça serait vache de ma part, de termes techniques. Mais il y a évidemment, vous imaginez, des enjeux techniques. Et il y a une très grande disparité de l'écosystème de la recherche, mais aussi des innovateurs sur la maîtrise des compétences techniques à déployer pour produire une étude sur certaines bases de données, développer un algo d'IA, évaluer un algo d'IA, etc., etc. Donc, je ne vais pas le détailler, mais sachez, pour ceux qui seraient intéressés, qu'on a des... Alors, tous les termes sont en anglais, donc on a des data engineers, des data scientists et des informaticiens de diverses natures qui, justement, viennent en soutien aux équipes qui en ont besoin pour accéder à des données. Et pour les équipes qui en ont besoin, on fournit aussi un service d'hébergement et de traitement. Donc, j'ai des collègues qui gèrent une plateforme technologique d'hébergement sécurisé de données, de mise à disposition de capacités computationnelles pour les études. Voilà, ça c'est l'aspect technique. Je vais bien revenir parce qu'il est important et il est peut-être moins connu finalement dans les missions du Health Data Hub sur le sujet autour du respect des droits des personnes, de la transparence. Donc au Health Data Hub, il n'y a pas que des ingénieurs, il y a aussi des juristes, et on a des juristes pour justement aider les chercheurs, les innovateurs qui ne connaissent pas bien les procédures d'accès aux données en France, eh bien, à franchir les étapes, en particulier l'étape qui nécessite parfois que le projet soit autorisé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Pour que la CNIL autorise un projet de recherche sur des données, il faut vraiment montrer patte blanche dans toutes les dimensions techniques d'une part, mais aussi du respect du droit des personnes. Donc on a des juristes qui accompagnent les projets qui en ont besoin. Une équipe qui n'a jamais fait la démarche, il ne faut pas partir seul, il faut toquer à notre porte et demander de l'aide. Et on a aussi une direction citoyenne qui travaille à développer des contenus ça peut être des formations qui sont accessibles sur notre site internet, ça peut être des contenus de la formation en auto-formation accessible sur notre site, mais c'est aussi contribuer aux enseignements en formation initiale ou continue, parce que le sujet, c'est de faire en sorte que chaque personne en France sache que grâce à elle, quand elle est en contact avec notre système de santé, eh bien, cette personne contribue à l'alimentation de bases de données, que c'est bien parce que ça va servir à la recherche et au développement d'innovation. Donc il faut absolument qu'on soit chacun individuellement, quand on est professionnel de santé, on est sensibilisé, alors plus ou moins, mais ça va être de plus en plus, quand on est très loin de ces sujets, pas du tout. Il faut absolument créer la confiance autour de la réutilisation des données, parce qu'on a la chance en France qu'il y ait vraiment des cadres juridiques, des exigences juridiques qui fait qu'on peut tous avoir confiance. Et pourquoi on doit avoir confiance ? Parce que, comme je disais, c'est pas la jungle quand une équipe de recherche accède à une base de données. Les personnes auprès desquelles les données ont été collectées
par exemple dans des cabinets de podologie où vous exercez, eh bien, si des données de vos patients alimentent une base, il faut informer chaque personne individuellement que c'était peut-être il y a 5 ans ou c'était peut-être avant-hier, des données ont été collectées, elles sont dans une base très intéressante et il y a tel projet de recherche. C'est pas si simple à faire et donc nos équipes accompagnent justement les porteurs de projets pour réaliser ce qu'on appelle cette information des personnes parce qu'elle est essentielle. Mais si quelqu'un n'a jamais entendu parler de cet enjeu, si quelqu'un débarque complètement, si un de vos patients débarque complètement sur le fait que ces données sont réutilisées, le premier réflexe, et c'est normal, c'est de se dire « oh là là », c'est plutôt un réflexe de peur. D'où l'importance qu'au Health Data Hub, on n'est pas seulement des juristes qui accompagnent les projets individuellement sur l'information, mais qu'on ait aussi une direction citoyenne qui travaille petit à petit à développer des contenus pour faire connaître de manière large et indépendante des projets la réutilisation des données. Et puis pour terminer mon propos, je terminerai justement sur la dimension européenne. Je parle du Health Data Hub, de la réutilisation des données pour la recherche et le développement d'algo d'IA en France. On n'est absolument pas originaux. Tous les pays riches qui ont les moyens d'investir dans des bases de données pour les fournir à la recherche sont absolument dans cette même dynamique. Quand on voit l'actualité qui est très médiatisée actuellement des États-Unis, on voit bien que cette dynamique, c'est même une compétition féroce. Donc voilà, donc ça c'est le fait que c'est une compétition féroce et qu'il y a des enjeux majeurs de souveraineté au niveau de l'Europe à ce qu'on conserve dans le champ de la santé cette capacité à produire de la connaissance originale et à développer des algorithmes d'IA, donc je dis français mais européen, c'est vraiment un enjeu qui ne date pas d'hier, qui n'a pas été perçu hier. La Commission européenne et beaucoup de pays d'Europe en sont absolument convaincus. Tous les pays d'Europe sont dans cette même dynamique. Alors certains ont un équivalent de Health Data Hub, d'autres ont d'autres organisations. C'est pas tellement important, mais le fond du sujet est le même et est partagé. Et donc, tous les pays d'Europe contribuent, en lien avec la Commission européenne, à cette dynamique. Et il y a un règlement sur l'espace européen des données de santé qui a été voté et qui va rentrer progressivement en application dans tous les pays d'Europe et qui va en particulier consolider dans des pays comme la France qui ont déjà pas mal d'outils, la facilitation de l'accès aux données dans des cadres sécurisés et transparents pour les personnes et inciter les pays d'Europe qui ne sont pas encore dans cette dynamique à y rentrer. Et sur le volet réutilisation secondaire des données de santé, le règlement de l'espace européen vise aussi à faciliter la recherche inter-pays qui est très très compliquée aujourd'hui, la faciliter juridiquement et techniquement. Et je vais terminer là pour que Benjamin ne soit pas en trop grande difficulté. Merci. Merci Axel. On a ici des professionnels médicaux qui travaillent une matière sensible, c'est l'homme, et particulièrement les pieds de l'homme. Et vous travaillez une matière sensible, c'est les données de l'homme. Et aujourd'hui, en effet, vous avez raison de dire qu'il faut créer cette confiance. On a vu tout à l'heure, vous l'avez dit qu'il y a un quart des Français qui sont allés. Plus on aura de la donnée, plus on pourra mélanger les données, plus on pourra faire de la recherche, plus on pourra améliorer bien évidemment la santé des uns et des autres. Donc cette idée que cette donnée, elle va être utile pour aider d'autres à mieux soigner demain, avec des données écrites et puis des données d'images. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de l'usage de l'intelligence artificielle dans le médical, c'était sur le million de données aux États-Unis de photos de peau. Et pour tout de suite, quand on a 1 million de photos avec l'ensemble des résultats, mais anonymisés, pouvoir avoir un diagnostic à 99,99% de certitude de ce que ça donne. Là, on se dit, waouh, donnons nos données. Donc, il faudra faire tout ce travail de pédagogie. Je me réjouis qu'il y ait une direction citoyenne chez vous pour accompagner cela. Mais en fait, c'est tout le monde qui doit le faire. Donc, je sens bien qu'au-delà de tous, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, vous êtes tous
co-responsables tous. On est responsable de notre prévention, mais on est tous aussi responsables de donner nos données pour que ça aille mieux demain. Benjamin, je me tourne vers vous. C'est le dernier intervenant, mais on prendra les questions, bien sûr, dans la salle après, puisqu'on redémarre qu'à 14h. Donc, si on n'a qu'1h20 pour déjeuner et pas 1h30, ça ira quand même, je pense, pour assurer une bonne digestion dans l'après-midi. Benjamin, vous êtes vice-président du Collège des paramédicaux et de la Fédération des éditeurs d'informatique médicale et paramédicale ambulatoire, et donc la voix des acteurs privés sur cette table ronde. Pouvez-vous définir votre rôle pour faciliter la prise en main par les professionnels et usagers des outils numériques ? Quelles garanties apportez-vous en matière de sécurisation et d'accessibilité pour être des facilitateurs dans le cadre du virage numérique ? Enfin, selon vous, comment construire un cadre éthique et légal autour de la donnée ? J'ai les meilleures questions alors. Bonjour à tous, merci du coup pour cette invitation et cette belle initiative. C'est toujours un moment intéressant et précieux de réunir autant d'acteurs de tout secteur autour d'un même sujet. Je vais dire 2 mots du coup sur notre fédération, sur la FEMA. Je ne vais pas redire ce que veut dire FEMA, c'est un peu long, mais la FEMA, nous, on regroupe l'essentiel des éditeurs de la médecine de ville, donc 85% des éditeurs en fait, et donc indirectement les usagers. Donc on parle des logiciels de facturation, on parle de bases de données médicamenteuses, on parle aussi des dispositifs médicaux, notamment d'aide à la prescription par exemple. La fédération, elle est présidée par Francis Mambrini, que je pense quelques-uns d'entre vous doivent connaître. Alors notre rôle à la FEMA, c'est de faciliter le dialogue en fait, entre toutes les institutions, les agences, l'administration politique, syndicale et nos membres. Et finalement, c'est de dégager des consensus et des positions qui sont pertinentes pour atteindre des objectifs qu'on se fixe ensemble. Je vais évidemment reparler du Ségur, quelques mots là-dessus. Mais c'est souvent des approches assez pragmatiques. On est souvent au cœur des négociations conventionnelles parce que les négociations conventionnelles, souvent, elles se traduisent par des changements dans les outils, par des changements dans les pratiques des parcours de soins, du numérique, et du coup, il faut bien les implémenter. Et on est souvent force de proposition pour rendre les choses parfois plus simples que ce qu'elles ont pu être imaginées dans un bureau, parce que des fois la réalité du terrain rattrape un petit peu ce qui peut être imaginé. Alors, en parlant, donc, on parle beaucoup d'IA, là on a parlé de beaucoup de choses sur les données, sur l'IA, sur tout ce que ça pouvait permettre, les données, l'usage primaire, secondaire, etc. À la base, avant de parler de tout ça, il faut quand même que les outils soient interopérables et qu'on comprenne à quoi ça va servir. Et donc vous savez, le Ségur, la vision du Ségur, c'est justement de proposer ce socle, ce périmètre d'interopérabilité et donc de centraliser les données, etc. C'est vraiment un changement profond de ce qu'apporte le numérique dans le système de santé, le Ségur. Il y a déjà eu d'autres transformations numériques. Je parle par exemple du Sésame Vital, c'est une vraie transformation du Sésame Vital. On est passé de tout papier à tout numérique. Et justement, si on fait la rétrospective un peu de ces transitions numériques, je reparle du Sésame Vital par exemple, ce qu'on constate, c'est que les paramédicaux, ils ont toujours été ce qu'on appelle, c'est un anglicisme, des early adopters, c'est-à-dire des précurseurs sur ces transformations. À l'époque du Sésame Vital, c'était il y a un moment, pendant qu'il y avait 19% des médecins généralistes qui avaient la télétransmission, il y avait 70% des infirmiers qui télétransmettaient déjà. Le tiers payant, c'est un peu la même chose. Je ne sais pas quel est l'usage du tiers payant dans la podologie, franchement je ne le connais pas, mais je sais qu'au niveau des paramédicaux, au sens large, c'est un usage qui est largement répandu, si ce n'est généralisé. Et donc, les paramédicaux sont aussi les premiers usagers aujourd'hui des téléservices autour de ce tiers payant, de ces usages du tiers payant. On parlait de l'aspect coordination, on a parlé de prévention ce matin, il y aura la coordination cet après-midi. On le voit bien aussi à travers la podologie. C'est aussi des acteurs du premier plan. Les paramédicaux, ils sont souvent au premier plan des affections longue durée, dans le suivi des affections longue durée. Ils sont au domicile, c'est aujourd'hui les seuls professionnels qui sont encore en contact au domicile, et ils sont le premier relais ville-hôpital. Et pourtant, malgré tout ça, aujourd'hui, j'entendais qu'on parlait de Ségur, la l'ANS qui parlait de Ségur, et c'est très très bien. Mais aujourd'hui, on ne sait toujours pas dans quelles conditions on
on va être engagé dans le Ségur. Donc toujours pas, nous en tant qu'éditeurs, on n'a pas de cadre au niveau de ce qui va se passer, on n'a pas de cadre financier, on n'a pas de cadre précis. Et quand je dis nous, éditeurs, bien sûr, c'est vous tous en fait. C'est tout l'écosystème du coup qui ne peut pas être engagé dans le Ségur parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie latence, si je puis dire, sur le sujet. En fait, le retard se compte en années, puisqu'on aurait dû être engagé l'année dernière, il y a 1 an. Et là, on a annoncé, j'ai eu un point avec la DNS encore en début de semaine, donc la direction numérique en santé, on a annoncé que du coup, on était plutôt sur du T2 2025 pour engager et avoir les référentiels. Bon, ça c'était pour le coup de gueule sur mon couloir parce que forcément, je suis obligé de le faire. Il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui bougent et il faut saluer quand même le succès de mon espace santé. Mon espace santé, il y a eu 10 ans d'errance absolue du DMP, 10 ans de rien du tout en fait. Et mon espace santé, c'est malgré tout, il y a des enjeux de continuer la dynamique, mais c'est quand même une dynamique inédite. Elle est inédite sur la contribution des professionnels de santé, elle est inédite sur les utilisateurs actifs, donc les citoyens dans le dispositif. Donc ça, c'est quand même hyper positif, surtout que cet enjeu-là de mon espace santé, c'est aussi un enjeu, on en parlait, de sécurité. Vous me demandiez comment on peut garantir la sécurité des données. Nous, notre position à la FEMA, c'est que la souveraineté des données de santé, c'est très important qu'il y ait un acteur public qui puisse l'activer. Et donc, je rebondis sur mon point précédent, mais il faut qu'on avance là-dessus. Voilà. Il faut qu'on avance parce que les paramédicaux, ça va être des contributeurs, ça va être des consommateurs de ces données, et donc on peut pas. Il faut y aller, quoi. Donc, vous avez compris que notre position en tant qu'éditeur, c'est que le Ségur, c'est vraiment une base pour mener ces innovations. C'est la garantie, je l'ai dit, des données souveraines, la sécurité des données sensibles. On en reparlera peut-être, mais c'est un vrai sujet de préoccupation. Mais c'est pas vraiment, c'est pas le sujet qui vous intéresse, qui nous intéresse. C'est pas la technique. Ce que vous voulez, la technique, c'est souvent ça nous agace, ça nous agace tous en fait. Souvent, moi-même, ça m'agace quand ça marche pas. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de parler des usages. Et donc, on a parlé de prévention, on va parler d'exercice coordonné. Eh ben, c'est le parfait usage. Moi, je m'inscris parfaitement avec ce qui a été dit ce matin sur la coopération entre les professionnels de santé. Il y a aussi des sujets, je vais y revenir rapidement, ça sort un peu de mon cadre, mais qui sont un peu réglementaires et conventionnels. Mais on comprend bien que si chaque professionnel de santé a accès à une information structurée, une information intelligente, peuvent remonter des alertes et avoir des alertes, forcément, on a des pratiques, on a des nouvelles pratiques qui sont possibles. Je prends un exemple pour un peu continuer dans les propos que faisait Madame Buzyn. Quand on parle de l'observance thérapeutique, et plus généralement d'ailleurs la prescription, qui n'est pas du tout un sujet qui est uniquement lié aux prescripteurs, aux médecins prescripteurs, en fait, l'enjeu, il est énorme. Le mésusage du médicament, vous savez, le mauvais usage d'un médicament, donc des traitements inadaptés ou des traitements qui sont mal pris ou des traitements croisés qui ont des mauvais effets, c'est 10 milliards d'euros. On essaie d'estimer, il y a plusieurs études qui convergent, c'est autour de 10 milliards d'euros de coûts pour le système de soins, c'est 10 000 décès et c'est 200 000 hospitalisations. Et les paramédicaux sont évidemment un relais sur ce sujet, puisque avec une information croisée, en ayant une information croisée et en ayant des données présentées de façon intelligente et avec un parcours digital, eh ben, on peut largement faire remonter des alertes entre professionnels. Et justement, je sors un peu du numérique sur cet aspect-là, mais il y a aussi un cadre réglementaire et d'accompagnement autour de ces actes coordonnés. Aujourd'hui, je souscris vraiment à ce qui a été dit au niveau des négociations conventionnelles et de ce qui peut se passer. Si on veut que les nouveaux parcours existent, il faut aussi qu'on décilote un petit peu les discussions et il faut aussi qu'on assume de faire de la délégation. Voilà, il y a quand même des fois des vraies crispations sur la délégation du soin. Et c'est aussi des politiques incitatives du numérique qui sont plus cohérentes. Aujourd'hui, il y a des vraies disparités dans l'incitation du numérique. Je vous donne un exemple. Sur vous savez, le forfait d'aide à la mémorisation, c'est un vrai sujet. Mais je vous donne un exemple sur l'app CV, par exemple. L'app CV, donc l'application carte vitale, qui est donc la dématérialisation de la carte vitale.
Il y a des aides aujourd'hui qui existent pour les prescripteurs sur un premier acte avec AppCV. Pourquoi elle n'existe pas chez les paramédicaux? Pourquoi elle n'existe pas chez tous les professionnels de santé? Voilà. Et ce sujet-là va vraiment se poser sur le Ségur. Hein, parce que là, le Ségur, encore une fois, nous, on n'a pas de cadre pour l'instant, donc on ne peut pas dire que ça démarre. Hein. Moi, je ne peux pas dire que le couloir, il démarre. Mais il y a vraiment un cadre sur ce qui va être proposé, sur les incitations à l'usage, etc. Et donc là, il y a vraiment des choses à faire de manière transverse, que ce soit avec l'ordre, avec les syndicats. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à vos questions sur la partie garantie et sécurité, mais ce que je peux dire sur la partie sécurité, c'est qu'il y a un cadre justement légal qui est très très fort en France et en Europe. Il y avait, le docteur Axel en parlait, on a le cadre sur l'hébergement de données de santé, on a le cadre effectivement sur l'éthique et l'usage et l'information aux patients, sur lequel on a un rôle à jouer, mais on a tous un rôle à jouer, les professionnels aussi ont un rôle à jouer. Et donc bien sûr, on s'inscrit dans ces cadres. Merci Benjamin. J'ai noté on a bien noté votre coup de gueule sur le Ségur de la santé, mais on est là pour ça. Et puis, important que chacun puisse dire comment il sent les choses. Votre rôle de négociation, au cœur des négociations conventionnelles. Mais j'ai noté aussi, parce que c'était peut-être pas le sujet, en même temps un sujet aussi, puisqu'il y a des économies à faire. Les 10 milliards d'euros du mauvais usage du médicament est peut-être un vrai sujet sur lequel il y aurait les sénateurs ne sont pas là aujourd'hui, mais ça mériterait un groupe de travail, voire une commission sur le sujet pour le creuser et apporter des solutions au gouvernement. On a du temps pour un débat avec la salle. Si certains de ceux qui sont sur la table veulent réagir aux uns aux autres, vous n'hésitez pas. Et sinon, on va faire circuler pour un petit quart d'heure des micros. Madame, ici au premier rang, une première main se lève pour les enchères. Oui, bonjour. Donc Delphine Grange, conseillère nationale, et je suis rapporteure de la commission vie professionnelle à l'ordre national. Et moi, j'ai une question sur l'accès au DMP. Donc, actuellement, avec nos logiciels métiers, on n'a pas d'accès au DMP. Donc, pour un pédicure-podologue qui a l'obligation, avec l'avenant 5, de déposer ses bilans, notamment quand il a fait la prescription pour le médecin, c'est compliqué. Donc voilà, pour les élus qui sont dans la salle, je peux le dire, au Conseil national, on a écrit une fiche pratique pour le web DMP. Donc vous pourrez accéder au DMP, pour ceux qui ne le savent pas encore, via le web DMP. Mais c'est une pratique qui est beaucoup plus compliquée. Enfin... Je peux répondre, hein. C'est exactement ce que... on est dans le Ségur là. Le Ségur du numérique, entre autres, et pas que ça, mais c'est de mettre sur un pied d'égalité tous les logiciels, donc de facturation et de gestion du cabinet, sur l'accès et le dépôt des données de santé dans mon espace santé. Que ce soit des données qui sont structurées, parce qu'il y a des choses qui peuvent être structurées dans certains couloirs, ou des documents effectivement qui sont des scans non structurés. Et c'est bien de ça dont on parle. Hein. C'est bien la base. Quand c'est que vous avez entendu mon coup de gueule. On a 1 an de retard sur le démarrage des couloirs Ségur chez les paramédicaux. La promesse qui est faite par la DNS, c'est de tenir T2, alors que c'était T1 il y a quelques mois. Il y a eu un décalage à nouveau. Deuxième trimestre, pardon, 2025. En sachant que tout ça, il y a des discussions, il y a des référentiels qu'il faut... Il y a un consensus à faire. Donc le déploiement, on est sur un déploiement là, on est sur du 2027, 2028. Voilà, il faut être clair. Hein. Je me permets juste d'apporter des éléments complémentaires. Alors, je ne suis pas tout à fait certaine sur le couloir paramédicaux, il y ait 1 an de retard. Pour autant, là où vous avez raison, vous avez parfaitement raison, c'est que nous aussi on attend en fait. Hein, il y a pas de, on est tous très pressés puisque on a envie que l'ensemble des professionnels participent aussi à la réussite du DMP. Pour vous expliquer, alors je parle en mon nom, enfin au nom de l'ANS, des éléments que j'ai à ma disposition. Après. Voilà, mais je remonterai aussi votre coup de gueule à la DNS, bien entendu. C'est que, en fait, quand on a lancé la vague 1, là, que je disais, auprès des hôpitaux, de la médecine de ville, des radiologues, des biologistes, en fait, il y a eu énormément, et que les déploiements ont commencé, hein, vraiment sur le terrain, il y a eu énormément de retours. Donc déjà, d'une part,
le fait de référencer aussi tous les éditeurs, c'est un travail qui n'avait jamais été fait au préalable et que probablement, enfin, il y a eu un temps certain, puisqu'en plus, après, il y a toute une mécanique où les professionnels doivent passer des bons de commande, etc. Donc, je ne vous raconte pas dans le détail, mais c'est une vraie usine de construction, du travail des éditeurs, du travail des équipes au national et puis du travail aussi des accompagnateurs, en fait, qui font la promotion. J'ai peu évoqué, je pensais que l'ACNAM qui devait être présente, mais le réseau de l'assurance maladie fait un travail considérable d'accompagnement au quotidien de tous ces professionnels de santé. Donc effectivement, comme on a eu aussi beaucoup de retours avec des retours très précis de dire ça fonctionne pas bien, c'est pas fluide, c'est pas ergonomique, etc., etc. Du coup, les pouvoirs publics aussi se sont emparés, on va dire, de cette dimension-là et de retravailler à nouveau à ce qu'on appelle donc la vague 2 qui va arriver, qui va faciliter l'intégration des documents et la consultation des documents, l'alimentation bien sûr pour les paramédicaux, mais aussi pour la médecine de ville, la consultation plus facilitée. Donc il y a effectivement il y a du retard, mais ce retard il s'explique aussi par vraiment une prise en compte des problématiques de terrain qui se sont soulevées et c'est aussi d'essayer d'améliorer les choses. Donc vraiment ce qu'on va demander à votre éditeur, à vos éditeurs, c'est à la fois les exigences classiques, réglementaires et puis les exigences d'accès au DMP, etc., etc. Mais dans ces exigences, il y a aussi plein de petites recommandations pour faciliter votre travail au quotidien, vraiment. Donc je sais que l'accès en web DMP, c'est pas un accès très facile, très simple, mais ça existe quand même. Voilà, donc si vous pouvez quand même alimenter le DMP de cette manière, c'est déjà ça, parce que vous apprenez quand même déjà à travailler, enfin pas à coordonner, enfin vous coordonnez ça, vous savez le faire, mais en tous les cas à déposer des documents, donc ça vous pouvez quand même le faire, et ça aussi passe par la bonne identification du patient, donc on va dire que vous progressez entre guillemets aussi sur l'utilisation de l'INS, si c'est pas encore déjà une pratique quotidienne, et puis voilà, j'espère grandement que le couloir paramédicaux va vraiment démarrer incessamment sous peu, voilà. Guillaume, tu souhaitais compléter? Oui, du regard du professionnel de santé. Je crois qu'avec ce qui a été dit, on a bien identifié qu'il y avait deux grands enjeux et deux grandes responsabilités pour nous, professionnels de santé. La première, c'est de participer à l'innovation, d'alimenter et de faire progresser notre système de santé au regard des nouveaux usages et des nouvelles organisations qui nous sont proposées. Je pense que nous, on est promoteurs, en fait, de ce virage numérique. Il faut convaincre, il faut rassurer. D'abord, nous, les professionnels, il faut qu'on soit rassurés dans la manière où, en fait, on va devoir utiliser tous ces usages. Et la HAS est là pour nous accompagner, de ce que j'ai compris, avec des guides. Et ça va être important. Pourquoi nous accompagner? Parce que, clairement, dans la pratique, vous avez vos patients qui viennent vers vous et qui vous disent « Mais qu'est-ce que vous en pensez ?» On nous parle d'intelligence artificielle, on nous parle de données de santé. Qu'est-ce que vous faites dans tel logiciel? On entend parler d'un grand acteur privé en santé qui va héberger des données. Mais vous en pensez quoi? Vous utilisez quoi? Enfin, est-ce que vous avez confiance? Et je pense que la relation soignant-soigné, elle est basée sur la confiance de tout temps. Il faut qu'on conserve en fait ce rapport de confiance. Le troisième acteur qui va rentrer, on l'a évoqué, c'est cet acteur numérique, notamment via l'intelligence artificielle. Et il faut qu'on accompagne cette mutation et que le patient soit convaincu que son professionnel de santé a une maîtrise et une bonne connaissance dans la manière où ça va être utilisé. Donc, les professionnels de santé, voilà, on a besoin d'être accompagnés, guidés, sécurisés par aussi un cadre réglementaire, accompagnés par les industriels, et j'insiste sur notre profession, on a un effectif de 15 000, des logiciels spécifiques métiers à notre profession, ils ne sont pas nombreux. Il ne faudrait pas que par notre nombre, on ne soit pas en fait un produit suffisamment porteur. Voilà. Donc je fais appel aussi à la FEMA d'avoir aussi cette possibilité demain d'avoir un logiciel métier Ségur compatible qui puisse nous permettre
d'alimenter et de participer à l'amélioration du système de santé. L'autre intérêt que je vois aussi pour notre profession, on a une particularité, c'est qu'on a une convention avec l'assurance maladie qui est très réduite. Les chiffres de l'assurance maladie, la data de l'assurance maladie, ça permet d'identifier l'activité aussi des professions dans le parcours de soins. Nous, on reste relativement assez invisible. On n'a pas de données en fait sur l'activité des pédicures podologues au sein du parcours et encore moins de mesures d'impact. Et pour valoriser en fait notre place dans le parcours de soins, l'outil numérique va être un formidable outil pour mettre en visibilité en fait notre activité. Je pense que notre profession est, comme je l'ai dit, pleinement consciente en fait des enjeux, des opportunités qui lui sont offertes. On est très demandeur. Il y a une formidable dynamique. Il faut voir ça vraiment comme une proposition hyper positive. Puis en plus, il y a 2 milliards d'euros, c'est pas rien. Alors il y a peut-être des retards un petit peu d'enveloppe qui se glissent, on va dire, dans l'agenda. Mais nous, on est particulièrement attentifs et moteurs par rapport à ça. Et il faut qu'on soit, en fait, avec aussi cette visibilité de sécurité de l'utilisation des données. On a un rôle éthique par rapport à nos patients. On ne peut pas les embarquer dans quelque chose qui, demain, nous reviendra au boomerang. On parlait de responsabilité des professionnels de santé en disant attendez, moi, j'étais pas au courant, on m'a pas fait signer le truc, ou il y avait une petite coche cochée par défaut pour la réutilisation de mes données secondaires. On me l'a pas expliqué. Et du coup, en fait, si on loupe ce passage, on risque en fait de créer une forme d'échec peut-être à l'ensemble de la dynamique autour du numérique en santé. Parce que le cœur du réacteur, c'est la donnée de santé, c'est celle que le professionnel de santé, avec l'accord de son patient, va saisir en fait dans les différents tuyaux. Juste 2 mots, je souscris vraiment sur ce que vous venez de dire sur la partie effectivement confiance, c'est très très important, ça c'est pour toute l'IA au sens large, d'ailleurs ça dépasse largement la santé, mais sur l'aspect opportunité, moi je le vois vraiment quand je discute avec les syndicats paramédicaux, en fait il y a vraiment cet enjeu, le Ségur c'est vraiment une opportunité pour assurer la délégation, pour mieux exister, pour se valoriser, alors que dans d'autres couloirs, ça a pu être perçu vraiment comme une contrainte. Voilà, je sais pas, et c'est ça qui est assez, qui ressort vraiment au global. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, là-bas, un micro, je vous prie. Et est-ce qu'il y en aura d'autres après? En tout cas, déjà une. Allez-y. Bonjour, David Boudet, donc président de la Fédération nationale des podologues, donc syndicat représentatif. Effectivement, le numérique représente un enjeu. Je vais déjà apporter un élément de réponse sur la pratique dans notre profession. 43% environ des podologues télétransmettent à l'heure actuelle. Comme Guillaume l'a souligné tout à l'heure, c'est en partie dû au fait que la convention est réduite en termes d'actes. Mais il y a aussi, je pense qu'il faut se mettre à la place du professionnel. On ne pourra pas développer le numérique sans se mettre à la place de la charge de travail du professionnel et de la facilitation d'accès à ces outils. Vous parliez tout à l'heure de Maëlys, qui est effectivement une super initiative, et vous parliez également d'interopérabilité. Et le vrai souci, il est là, c'est l'interopérabilité. Le professionnel, si il n'y a que les podologues qui utilisent Maëlys, on se retrouve finalement tout de même isolé. Et il n'y a pas cet enjeu de se tourner vers l'extérieur et vers nos collègues, nos confrères des autres professions, kinés, etc. Il y a donc un retard dans notre profession, effectivement, dans la pratique. Et je pense qu'au cœur du sujet, et on en a discuté au Ségur numérique, j'en ai discuté aussi avec votre collègue, M. Lissartel, à l'époque, c'est vraiment la facilitation de l'usage de ces outils. J'ai bien vu là aussi au niveau de la mise en place des nouveaux avenants, comme à chaque fois, vous l'aviez signalé, ça nécessite
de remettre à jour et effectivement quand même sur pas mal d'éditeurs, des fois c'était problématique quand même dans le cheminement pour aboutir à nos actes conventionnels. Et donc ça aussi, ça peut être un frein à l'utilisation. Je pense que les problèmes sont multiples, mais l'enjeu c'est vraiment la facilité d'utilisation du professionnel, parce que effectivement il y a la sécurité des données qui est hyper important, je vous l'accorde, et c'est là où certains acteurs privés se développent et peut-être prennent davantage de place dans la coordination numérique. Voilà. Sur le dernier aspect, je suis à votre dispo. Je vais laisser répondre, je pense, Christelle, sur la partie messagerie de santé. Oui, alors Mélis fait partie de l'espace de confiance MS Santé, donc normalement vous devez pouvoir communiquer, on peut en parler tout à l'heure, mais avec d'autres professionnels en accédant à l'annuaire, trouver un professionnel qui dispose aussi d'une messagerie sécurisée de santé. Donc justement, on a créé un espace de confiance dans lequel les messageries peuvent, les professionnels utilisant ces messageries peuvent échanger entre eux. D'autres? Oui, là, une main et deux mains. Monsieur. Ah ben, vous êtes déjà intervenu tout à l'heure, et après, quelqu'un au fond. Oui, moi j'ai une petite question, effectivement, qui concerne les éditeurs de logiciels. Donc, dans notre profession, l'interopérabilité, encore une fois, n'est pas idéal, y compris pour MS Santé, pourtant qu'on utilise souvent au quotidien, pour beaucoup. Il faut aller effectivement ouvrir une page internet. Et c'est dommage, on est au 21e siècle, on est en 2025, on est encore obligé de faire ça. Bon. C'est dommage, parce que ça pourrait très bien fonctionner. Alors après, on se compare, on se console. C'est aussi le cas pour les autres professions de santé, en fait, hors podo. Et donc, ça implique sur des parcours de soins qu'on veut faire sur un plus grand espace, sur un territoire, un élément de complexité supplémentaire, alors que ça devrait être quelque chose facilitateur. Eh bien, c'est compliqué. Du coup, on n'utilise pas l'outil numérique, alors qu'effectivement, on a la CNAM qui nous demande de faire beaucoup de choses sur le numérique, et on est, effectivement, ça a été rappelé, les paramédicaux, souvent, on est très content quand on peut l'utiliser, sauf que ça ne fonctionne pas, voilà, ou pas très bien. Les MS Santé fonctionnent, mais c'est pas en direct sur nos logiciels. On parlait tout à l'heure de volet médical de synthèse pour les médecins, ils sont obligés de le faire, pas toujours sur leur logiciel, donc c'est pas toujours fait. Et donc on se retrouve en fait avec plein d'outils qui existent, pas au même endroit, pas centralisé, donc peu utilisé. Et c'est vraiment dommage. Alors, ça implique pas forcément de réponse, mais c'était une remarque qui va dans le même sens que vous. Voilà, merci. Merci de votre contribution. On va prendre une dernière question. Voilà. Bonjour, donc Sébastien Van Hector. Je suis assez attiré, on va dire, par tout l'univers. Pardon, oui. Je suis assez attiré par tout l'univers numérique dans notre profession, et j'essaye de trouver des solutions. Je peux que souscrire à mon collègue avant, en fait, quand il fait référence au fait qu'on a plein d'outils. Et ces outils donc nécessitent à chaque fois des temps et des moyens pour pouvoir y accéder, donc des investissements, des logiciels différents. Et donc c'est vrai que c'est très très problématique en fait. Et c'est vrai que la convergence en fait de tous ces outils serait vraiment un plus. Que ce soit donc dans des logiciels de consultation, des logiciels d'outils d'aide de diagnostic ou autres, c'est vraiment un problème. Ça c'était pour faire suite à mon collègue. Donc j'avais une question, moi c'était plus pour le docteur Axel Menu-Brantôme. Alors je suis cette année donc dans un processus en diplôme universitaire pour la recherche, et j'étais très étonné quand j'ai vu vous intervenir, parce que du coup, oui. Pardon. Donc du coup j'étais très étonné sur le fait que j'ai appris que votre organisme existait, parce que du coup on a appris donc tout l'aspect légal, législatif, etc. en fait concernant toute l'utilisation des données, et vous n'avez jamais été cité. Donc du coup je me suis dit
voilà, c'est une bonne information. Et donc, du coup, pour rebondir sur ça, je me suis dit, de ce que j'ai compris, en fait, vous seriez, si j'ai bien compris, donc un guichet unique pour l'augmentation, on va dire, en compétences, si on veut, du professionnel de santé libéral. C'est bien ça ? Merci beaucoup pour cette question. Pas publiquement, mais vous me direz, quelle est l'université qui, dans son diplôme universitaire sur la recherche, ne mentionne pas le Health Data Hub, mais ça restera entre nous. Sur nos missions, en effet, c'est bien d'avoir utilisé le terme de guichet unique. Je ne l'ai pas utilisé, mais ça fait partie des missions. On est un guichet unique pour aider les chercheurs et les innovateurs à accéder aux données de santé. Un chercheur, un innovateur peut être un professionnel libéral, tout à fait. Et par exemple, des médecins généralistes, via le CNGE, le Conseil national des généralistes enseignants, cette structure a mis en place, il est en cours d'alimentation, un entrepôt de données de santé de médecine de ville qui pour le moment est limité au périmètre de la médecine générale, mais si leur projet est probant, pourra être élargi à des données d'autres professionnels, et ce sont en effet des données produites par des professionnels libéraux. Donc, un professionnel libéral qui a une casquette recherche ou innovation, on voit ça avec des start-up où il y a un professionnel libéral, des ingénieurs qui travaillent ensemble dans une start-up. On est en effet un guichet à laquelle vous pouvez, allez-y, frapper à notre porte quand vous portez un projet de réutilisation d'une base de données. J'espère avoir répondu à votre question. Bon, ça va être la conclusion de la matinée. Allez, vous reprenez. Non, et après un complément. Donc c'était concernant l'acculturation en fait, donc dans l'ensemble en fait de l'utilisation du process, de la récolte de données, en passant par le côté législatif jusqu'à l'utilisation ensuite en fait. Si j'ai bien compris, c'est là où vous intervenez. Tout à fait. Et ensuite, en effet, c'est surtout le process qu'on accompagne les utilisateurs. Et là où au-delà et j'en termine parce que là, je pense qu'en effet, les ventres gargouillent, je les entends. Là où, même quand un professionnel de santé n'est pas chercheur ou innovateur, parce que voilà, c'est pas son appétence, néanmoins, ça vaut le coup de consulter le site internet du Health Data Hub. Vous trouverez des ressources, alors d'auto-formation, mais aussi d'information. Si vous voulez afficher dans votre salle d'attente une petite affichette développée par la direction citoyenne et des associations de patients pour faire cette information passive déjà de vos patients, que des données sont collectées, que ça va dans une base de données et que potentiellement ça peut servir à la recherche, ces ressources sont sur notre site internet et peuvent intéresser donc tout professionnel de santé. Bien, écoutez, on va conclure cette matinée. Elle était très riche, assez passionnante. On vient de terminer sur le numérique en santé. Merci pour les questions qui ont été posées par la salle. Et monsieur, vous avez interpellé le petit patron que je suis, a le même souci avec son administration. On a 10 logiciels, ils ne sont pas interopérables entre eux et on perd beaucoup de temps. Donc je suis en train de réfléchir à tout ça. C'est le même sujet. Et pourtant, tout ça doit être facilitateur. Donc d'un côté, le numérique, il permet de vous parler. De l'autre côté, on sent qu'il y a encore beaucoup de Français qui doivent y arriver. On sent aujourd'hui qu'il y a une maturité, et vous avez découvert des équipes d'administration qui réfléchissent, qui ont des moyens. La machine, elle est lancée. Je me permets de dire, madame, tout à l'heure, vous avez dit il y a 1 an de retard. Moi, ça fait 30 ans que je travaille avec les collectivités locales et l'État. Waouh, c'est pas 5 ans ou 10 ans. Donc ça va être rattrapé. C'est dommage, j'en conviens, mais non, moi qui travaille pour le recyclage de tous les petits déchets dans ce pays, j'ai mis 15 ans à faire ce que j'aurais voulu mettre 4 ans à faire. Donc on est et ça a été dit ce matin par plusieurs, il va falloir simplifier, faciliter. En tout cas, aujourd'hui, il y a des outils à disposition. C'est des outils qui doivent vous permettre de parler entre vous. Et ça fait le lien avec la première table ronde de ce matin. Le numérique doit vous permettre de vous parler. La prévention, très clairement, tu l'as dit ce matin, Eric, il faut se parler plus que c'était fait entre les syndicats, les ordres et dans les territoires. Et la prévention, elle doit en effet devenir primordiale pour les uns et pour les autres. Et ce que je retiens vraiment, c'est qu'en fait, elle est collective.
elle nous appartient à tous, et dans ce dialogue que vous avez aussi à avoir avec les patients, et j'ai découvert d'ailleurs dans les chiffres que vous avez donnés, le temps que prend demain le temps de voir un pédicure, si j'ai bien noté, 30 à 35 minutes, ce qui est énorme dans un temps de dialogue par rapport à un médecin, 45, ce qui est énorme pour faire passer aussi des messages en matière de prévention et d'identification. Et puis on a eu une chance, notez-le, parce que j'ai le plaisir d'animer beaucoup de colloques, d'avoir un moment avec Agnès Buzyn tout à fait exceptionnel, dans sa franchise, dans son interpellation. Mais je te laisse le mot de la fin. Non, merci Marc pour cette conclusion de la matinée. Moi, je ne vais pas faire plus long. Je voulais juste un petit poil à gratter sur le numérique. Je crois avoir vu que depuis le 1er janvier 2025, on avait un nouveau carnet de santé de l'enfant qui a été uniquement sorti en version papier, de plusieurs dizaines voire 100 et quelques pages, qui doit reprendre les 20 examens obligatoires de l'enfant. On a encore du travail. Hein. On a encore pas mal de travail. Des travaux sur le carnet de santé de l'enfant numérique sont quand même en cours entre l'assurance maladie, le ministère, voilà. Merci.